Les Coptes, c'est un mot pharaonique qui vient d'origine Ekta, ça veut dire maison du dieu Ptah, un des dieux égyptiens. Ekta devient Ekta, Copte, Égypte. Donc l'étymologie de mot, l'évolution du mot, vous savez, pendant 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens parlaient la langue hiéroglyphique et puis après ils ont parlé la langue copte, qui est tout simplement la langue des hiéroglyphes, la langue du pharaon, mais écrite avec d'autres lettres qui sont les lettres grecques, parce qu'il y avait les Grecs qui sont entrés en Égypte dans les années 300 avant Jésus-Christ. Donc, quand il y a eu la conquête arabo-musulmane, enfin, le mot conquête on l'utilise aujourd'hui parce que beaucoup de musulmans l'utilisent effectivement, alors qu'on désignait, on disait en arabe al-fath al-islami, c'est-à-dire l'ouverture, comme si les pays attendaient qu'on ouvre et qu'on introduise l'islam. Mais beaucoup de musulmans aujourd'hui qu'il faut appeler les choses par leur nom, et que c'était une conquête qui est venue de l'Arabie, saoudite à l'époque, qui est venue de la péninsule arabique et qui ont occupé et imposé la langue arabe qui a donc remplacé le copte en Égypte, comme elle a remplacé aussi d'autres langues dans la région, et qui ont aussi imposé la religion musulmane et qui a remplacé petit à petit la religion qui était utilisée à l'époque. Et donc l'Égypte a été chrétienne pendant 7 siècles. L'introduction de l'Égypte, c'était au début, au 1er siècle, par Saint Marc, un des évangélistes. Et très vite, ils ont cru au message parce que les croyances chrétiennes ressemblaient plus ou moins aux croyances pharaoniques. Donc on croyait dans l'éternité, la résurrection après la mort, l'équivalence entre femmes et hommes. Donc beaucoup de choses ont facilité la croyance dans le message chrétien. Et très très vite, l'Égypte est devenue chrétienne. Et donc, quand les Arabes sont arrivés au 7e siècle, eh bien, ils ont appelé les habitants de l'Égypte Coptes, Gept. Donc, automatiquement, ça veut dire habitants du pays, mais automatiquement chrétiens, puisqu'ils étaient tous chrétiens. Donc, aujourd'hui, quand on dit Copte, eh bien, ça veut dire que c'est un Égyptien chrétien. Mais ce qui est très sain, et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'entends beaucoup de musulmans aujourd'hui qui disent: je suis copte aussi, copte musulman. Je suis copte parce que je suis égyptien, puisque copte veut dire égyptien, mais j'ai une autre religion qui est la religion musulmane. Alors, la question que me demandait Sonia, c'est le nombre. Bon, il est certain que le nombre a toujours été réduit au maximum. Donc, dans les années 70, 50, 60, 70, on parlait de 20-30 millions d'habitants, mais on parlait de 3-4 millions de coptes. Aujourd'hui, les 20-30 millions sont 90 millions, mais les salafistes et les frères musulmans parlent toujours de 3-4 millions de coptes. Donc, on multiplie par 3 les musulmans, mais alors les coptes, ben, ils n'ont pas d'enfants, ils ont des problèmes. Alors, les gens, de sources sérieuses, on parle de 17 millions de coptes en Égypte et 3 millions de coptes qui se trouvent dans les pays d'immigration, qui sont essentiellement les États-Unis, le Canada, l'Australie. Un peu en Europe, mais pas de la même dimension. En Égypte, il y a, sur les 17 millions, il y a 2 millions de coptes protestants. Donc il y a 3, les coptes protestants, les coptes catholiques et les coptes orthodoxes. La majorité des 17 millions, on va dire 15 millions, sont les coptes orthodoxes. Dans le pape, il y a à peu près, je dirais, l'équivalence de l'Europe, puisque l'Église, le pape d'Alexandrie, avec d'autres chefs patriarches à l'époque, étaient pratiquement les 5 équivalents. Et donc l'Église d'Alexandrie, ils ont un pape. Le premier est Saint Marc, c'est celui qui a introduit le christianisme. Le 117e, sans interruption, était le pape Shenouda, très connu, très apprécié par le monde arabe musulman. Et aujourd'hui, c'est le pape Tawadros qui est le 118e. Donc nous avons 118 papes depuis l'introduction par Marc. Donc pour répondre à la question du nombre, il y a 2 millions de protestants et il y a à peu près 200 000 de catholiques. Les catholiques partent, c'est ce que nous a dit le patriarche catholique Ibrahim Ishaq, que les catholiques sont bons. Donc il y a à peu près entre 200 et 300 000. Nous avons entendu, je pense, à peu près Patrick à pratiquement couvrir tous les sujets au niveau de la situation. Je voudrais quand même dire que la situation n'est pas aussi alarmante. Je pense qu'un des messages qu'on a vu
à l'Azhar, c'est que bon, le Cheikh Taïeb n'était pas là, le grand imam de l'Azhar n'était pas là, mais on a rencontré le numéro 2, Schumann, et qui nous a dit qu'ils ont créé la maison de la famille, c'est-à-dire toutes les histoires qu'on a entendu parler, les discriminations. Et je dis mot discrimination, pas persécution. Discrimination qui se trouve depuis une soixantaine d'années, qui ont beaucoup diminué après ceci. C'est vraiment très simple ce que je vois, et d'ailleurs il y avait le kidnapping des filles qui a énormément diminué, et l'attitude du gouvernement a changé. C'est-à-dire tout ce qui était passé dans l'impunité devant les yeux des autorités, aujourd'hui il y a la réaction des autorités, mais elle est encore beaucoup insuffisante. Donc les trois mots que je voudrais retenir, c'est que économie, sécurité et tourisme. Économie, Patrick vous a dit, on est arrivé, le gouvernement venait juste de prendre des décisions draconiennes qui ont fait que les prix ont énormément augmenté. Le prix d'essence a augmenté. Quand je payais le chauffeur de taxi, il me dit, monsieur, vous rajoutez un peu quand même, parce que l'essence a augmenté. Et il fallait le faire. Une des décisions très importantes aussi, c'est au niveau de laisser flotter la livre égyptienne. L'euro, c'était 8 livres. Et quand nous sommes arrivés, l'euro, c'est 18 livres. Donc de 8 à 18, vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a eu des décisions économiques très importantes en laissant flotter la livre. Ils ont évité la création de marché noir. Et donc, quand on a changé à la banque, quand j'ai payé à l'hôtel, eh bien, je payais au niveau de la valeur réelle de l'euro. J'espère que la livre va se stabiliser. Donc, beaucoup de problèmes économiques suite à cette révolution, suite à ce printemps arabe de janvier 2011, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, confisqué par les frères musulmans et puis repris par 30 millions de chrétiens et de musulmans. 30 millions, c'est quand même historique. On n'a pas tellement parlé en Europe. On parle de la révolution de 2011, il y avait 4-5 millions, mais on parle de coup d'État et du maréchal El-Sisi du 30 juin. Pourquoi on ne l'appelle pas la deuxième révolution? Les Égyptiens considèrent qu'il y a eu deux révolutions, la deuxième étant la plus importante, et la deuxième, moi personnellement, je l'appelle le miracle égyptien. Personne n'y attendait à ce que les frères musulmans qui ont pris le pouvoir, moi j'ai dit personnellement, ils vont se cramponner sur le pouvoir, on en a pour un siècle. Et d'ailleurs, je fais un pari quand il y a quelqu'un qui m'a dit le 30 juin, tu peux être sûr, le 3 juillet, il n'y a plus de frères musulmans. Je dis en Paris, eh ben, j'ai perdu le pari. Non, je n'ai pas payé. Voilà, donc au niveau sécuritaire, donc économie, problème numéro 1. Et je crois que Patrick, qui vient de partir, là, il revient. Il a été interviewé par une télévision. Il a fait aussi, à la fin, on a fait une conférence de presse qui était très importante. Et un élément qu'il a dit, il faut un plan Marshall. Il faut que l'Union européenne, que la France prenne un plan Marshall, définisse qui sont l'ennemi, qui sont les ennemis, qui sont les ennemis. Qu'on ne laisse pas les choses comme ça, vagues. L'Égypte est-elle le vrai ami? L'Égypte est-elle vraiment le vrai pays qui est en train de faire la guerre contre le terrorisme? Elle est menacée internement parce que les frères musulmans, ils y travaillent sur le plan interne. Mais pas autant, maintenant, au bout d'un an, 2 ans, ça y est, les bombes, il n'y en a plus. Mais ils essayent à tous les moyens, ils essayent surtout de diviser chrétiens et musulmans. Ils font tout, ils font des montages, ils vont attaquer en disant des histoires pour qu'on croit qu'il y a toujours cette persécution des musulmans sur les chrétiens. Donc il y a cette menace sécuritaire interne qui a énormément diminué. Évidemment, l'Union européenne ne fait que critiquer et dire que l'Égypte ne respecte pas les droits de l'homme, prennent des résolutions en disant on va interdire tous les outils de contrôle d'Internet, pour qu'on n'interdise pas Internet. Mais Sisi avait pris la décision de contrôler Internet contre les djihadistes et contre les islamistes et les terroristes. Eh bien, 1 an après, la France a fait la même chose. Ah ben lui, il a été condamné. Et ceci a été condamné par l'Union européenne parce qu'on contrôle Internet, mais on ne contrôle pas l'Internet de la liberté. On essaie de contrôler et d'arrêter les gens qui font de la communication terroriste et dangereuse. Sécurité, encore, je veux le dire, parce que quand la délégation est arrivée,
ben, ils n'ont pas vu tellement de mitraillettes. On arrive à l'aéroport, tout est normal. On arrive à l'hôtel, mais on a eu quand même une sécurité très forte. Dans le bus qu'on a loué pour nos déplacements, il y avait toujours un agent de sécurité parce que le ministère de l'Intérieur tenait. On ne pouvait pas laisser des parlementaires de ce niveau et d'une délégation de ce niveau sans vraiment avoir un œil. Mais ils avaient dit, le plus simple au niveau sécuritaire, c'est pas de mettre des motards partout, c'est de laisser comme ça. Mais on avait quand même quelqu'un. Le premier jour, il y avait une voiture de police derrière nous. Le lendemain, on a dit on n'en met pas. Et finalement, le séjour s'est passé seulement avec un agent de sécurité dans le bus qu'on avait. Au niveau sécuritaire, il faut le savoir, du côté Sinaï, on n'arrête pas. On tue des soldats. On n'en parle pas beaucoup, hein. Mais tous les 2-3 mois, vous avez les gens de Hamas, les gens de Daesh qui attaquent les militaires quand ils sont en train pendant le mois de Ramadan, en train de fêter ou d'arrêter le jeûne. Et là, c'est le bon moment pour en tuer 20 ou 30. On n'en parle pas. Mais on parle toujours des pauvres victimes, frères musulmans, qu'on est en train de torturer dans les prisons, n'est-ce pas, et qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. De l'autre côté ouest, il y a les Libyens, il y a les terroristes, il y a les Daesh qui sont là aussi. Et ils n'arrêtent pas aussi d'essayer d'attaquer l'Égypte du côté ouest. Donc, des menaces internes, des menaces externes du côté est et ouest, ça, c'est la situation aujourd'hui en Égypte. Mais sécuritairement, les gens y vivent tout à fait normalement. Au Caire et en Égypte. Donc, après, je vais passer à la partie tourisme. Parce que je voudrais laisser la place au général Ahmed, il a des choses très importantes à vous dire. Au niveau tourisme, ce qui est vraiment lamentable, je vois le nombre de bateaux qui faisaient la queue l'un après l'autre pour passer il y a 7-8 ans, ils sont tous au bord du Nil, il n'y a plus de tourisme. Quand on est allé au son des Lumières, j'étais donc avec 2 sénateurs et le ministre suisse qui est responsable des relations avec l'Union européenne. Donc avec les amis, on a fait Luxor et Aswan. On a fait Luxor et Aswan. Et quand on parle de la sécurité, les gens avaient peur d'y aller. Et en fait, je veux dire au niveau du son lumière, on est allé au son de lumière, on était 5 Français, et ils avaient dit on ne peut pas faire en dessous de 7. Bon, donc ils sont arrangés et ils ont rendu à 15. Mais le son et lumière, quand je l'avais vu, moi, il y a 10 ans, c'était tout plein. Donc on arrive aujourd'hui à dépeindre l'Égypte comme un pays non sécuritaire, et même au niveau du ministère des Affaires étrangères, on met des zones en rouge. Nous avons rencontré l'ambassadeur d'Égypte, de France en Égypte, et je pense qu'il faudrait quand même faire l'effort de nettoyer ces zones rouges et de les ramener en zone verte. Nous avons rencontré également le gouverneur de Luxor. Et les sénateurs lui ont demandé comment ça se passe la situation avec les chrétiens à Luxor. Et quel est le pourcentage des chrétiens à Luxor? Et la réponse, pour la première fois, j'entends de façon d'un homme responsable. Le gouverneur a dit, dans le gouvernorat de Luxor, il y a entre 30 et 35% de chrétiens. Dans Luxor, ville, il y a au moins 40% de chrétiens, si ce n'est pas 45%. C'est sorti de la bouche d'un gouverneur musulman. Donc il n'y a pas de cachotterie. Et ici à Luxor, nous n'avons pas le problème que nous rencontrons dans d'autres villages entre chrétiens et musulmans. Et nous l'avons vu sur place. Pour revenir à la question sécuritaire, nos amis sénateurs voulaient faire une petite balade à dos de chameau. Alors on a dit, bon, dos de chameau, ça va faire mal, peut-être on va prendre une charrette tirée par un âne. Donc il y avait 2 charrettes tirées par un âne, moi j'étais sur la première charrette et monsieur le sénateur était sur la deuxième. Et nous sommes entrés dans le village, le centre du village où personne n'y va, sans garde. Et nous avons fait 2 heures de balade, avec tous les gens qui saluaient, hello, hello, saluant, how are you,
dans le village, paisible. Je crois que j'ai retenu ce mot-là de monsieur le sénateur qui a dit « j'ai vu un village paisible ». Aucun problème sécuritaire, je ne me suis jamais senti une seule seconde en situation d'insécurité. Donc le message, je reprends à nouveau les termes de Patrick, un plan Marshall. L'Europe, la France doit situer leurs amis. Si l'Égypte et ses amis, la situation a changé entre la France et l'Égypte il y a quelques peu de temps, mais il y a des contrats d'avion. S'il n'y avait pas eu de contrat d'avion, je me demande quelle serait encore la relation, parce que les autres Unions européennes ne font que condamner. Donc si plan Marshall il y a, il faut faire une aide financière, économique, claire. Comment on peut aider pour s'en sortir? Si l'Égypte tombe, comme disait tout à l'heure, toute la région tombera et ce sont l'Europe qui nous paieront le prix en premier. Et vous allez voir pourquoi, à travers le fanatisme et le terrorisme islamiste dont va parler maintenant Monsieur le Général. Je vous remercie.